Oh, les gars, je prends le risque de me filmer. C'est la saison 2 de mon podcast. Et vous savez quoi, à la base, je voulais attendre 2-3 semaines parce que je parle avec des potentiels sponsors, des marques, etc. Et je me suis dit, Franck, t'as jamais attendu qui que ce soit pour faire ce que t'as à faire. Et en vrai, si l'énergie te dit de le faire, fais-le. Donc j'ai décidé de faire la saison 2 et de vous la sortir une semaine juste après la fin de la saison 1. Voilà, l'énergie elle est là. Je me suis dit, allons-y en vrai. Ne perdons pas le fil, ne perdons pas ce qu'il faut faire. Le sujet d'aujourd'hui, pour cet premier épisode de la saison 2, saison 2 parce que, ça y est, j'arrive sur YouTube. Donc vous allez m'avoir en audio, vous allez m'avoir sur YouTube. Et je pense que ça peut être ultra intéressant. Autour de moi, certains se sont dit, ouais, mais s'ils commencent à te voir en YouTube, est-ce qu'ils vont venir aux conférences? Je dis, ceux qui viennent aux conférences sont ceux qui vont comprendre la portée de la vibration, qui vont comprendre que on est dans un game totalement différent que juste là du YouTube. Dans le live, il y a des choses qui se passent. Par exemple, à Paris, vous allez avoir une salle incroyable, une ambiance incroyable. Et surtout, vous allez rencontrer en live des gens qui vibrent comme vous. Et à Bruxelles, c'est pareil. Et encore pire, à Bruxelles, on va faire des ateliers. Dans les deux événements, il y aura un entrepreneur extraordinaire qui sera présent. Un ou une d'ailleurs. Extraordinaire qui sera présent pour vous permettre de comprendre comment cette personne a aussi hacké son futur. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est quand j'étais au plus bas, comment j'ai fait pour tenir? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être besoin d'entendre ma vérité à ce sujet-là. Et peut-être que ça les aidera dans ces moments durs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des moments durs. Et je vous dis, scoop, ne lâchez rien. Vraiment, vous ne savez pas à quel point vous êtes proche de vous en sortir. C'est parti. Au cours des différentes années dans ma vie, j'ai eu des très très hauts et des très très bas. Et je m'étais habitué à me dire quand ça allait très très bien, ça sent pas bon ça. Je sens que ça va aller mal dans pas très longtemps. Et ça, c'était quelque chose qui me rongeait parce qu'en fait, je ne vivais jamais les bons moments à fond. J'étais toujours dans la crainte de « ah, ça va mal finir ». Et je pense que c'est la crainte des personnes qui ont grandi dans la broke culture. J'ai toujours pensé aux mauvais jours et en fait, quand les bons jours ils arrivent, de quand même penser aux mauvais jours, de jouer la sécurité à fond. Et je vais vous dire un truc, quand j'ai pas voulu jouer la sécurité à certains moments de ma vie, ça m'a fait très mal. Et parce que j'avais pas la maturité d'aujourd'hui. Ça m'a fait très mal parce que j'ai dilapidé, dépensé, je me suis amusé. Il y a beaucoup de gens aussi de la broke culture qui sont comme ça. Dès qu'il y a l'argent qui rentre, il faut qu'on dépense, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on vive le moment parce qu'on n'est pas sûr que ça va être long. Et dans les deux cas, en fait, que ce soit la sécurité à tout prix, ou le flambeur, dans les deux cas, on n'est pas bon. On n'est pas aligné sur quelque chose d'intéressant. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai pas grandi avec mon père. Et c'était pas les meilleurs moments de ma life. C'était des moments qui étaient compliqués mentalement. Compliqués pour se développer pour un petit garçon. Parce que c'est qui la figure paternelle du coup autour de toi? Surtout que moi, j'étais entouré de beaucoup de femmes. J'ai mon oncle, par exemple, au pays chez qui je vivais avant de venir en France. Et cet oncle, c'était comme mon père. Mais il savait mettre une distance en me faisant comprendre que je ne suis pas ton père. Mais c'était cette figure autorité. Un homme qui travaillait pour les services de l'État. Alors je ne me souviens plus son métier exactement, s'il était policier ou militaire. Mais voilà, il avait cette rigueur et cette discipline. Il était vraiment très strict, très dur, très rigide comme homme. Mais qui savait être une personne qui te donne de l'amour quand tu le mérites vraiment. Et il y avait ma tante également, une femme formidable qui s'est substituée en maman pour moi.
Et ce n'était pas les moments faciles. Et à cette époque-là, je m'étais réfugié dans l'école en me disant que, vu que je vais arriver en Europe, et moi j'étais convaincu que j'allais rejoindre ma mère en Europe, dans ma tête, c'était clair qu'il fallait que je sois le meilleur élève possible pour changer notre vie, améliorer la vie des gens autour de moi. Ma première pensée, en fait, à l'époque, alors que j'aimais le foot, ce n'était pas le foot. Je pensais vraiment que c'était l'école qui allait sortir ma famille des problèmes financiers. Et que donc, il fallait que je travaille à l'école, que je sois l'un des meilleurs élèves pour pouvoir m'en sortir. J'étais devenu une attraction d'ailleurs dans la cour commune. On parle d'époque où j'étais en Côte d'Ivoire. Et on aimait bien me faire compter en espagnol, en allemand et en anglais. J'arrivais à compter jusqu'à 100 dans ces 3 langues-là et j'avais 5-6 ans. Ça, je m'en souviendrai parfaitement de la joie que j'avais à chaque fois de venir et compter dans ces langues-là. Et après, j'ai même compté au-delà. De savoir compter parfaitement dans ces 3 langues. Parce que dans ma tête, c'était clair que la France était une étape, mais que plus je connaissais de langues en Europe, plus je saurais m'adapter aux choses de la vie. Et tout était un jeu pour moi. L'école était un jeu. Apprendre était un jeu. Tout ce qui en fait était lié au savoir était un jeu pour moi parce que ma joie était qu'on dise, cet enfant, qu'est-ce qu'il est intelligent. C'était vraiment la chose qui m'animait le plus. Alors que je jouais au foot avec mes amis, etc., 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 mais c'était vraiment quelque chose qui était secondaire dans ma tête. Parce que je ne me disais pas, je viens en Europe pour devenir un joueur de football, pardon. C'était pas quelque chose qui était dans mon crâne. Et donc, dans ces moments bas, je ne me suis pas raccroché au sport, je me suis raccroché à l'école et au savoir. Je me suis raccroché à commencer à lire des livres. Les livres que je voyais traîner là, de ceux que je considère comme mes grands frères et mes grandes sœurs de l'époque, qui sont mes cousins, qui sont les enfants de ma tante, mais qui sont comme mes frères et sœurs. Et ce sont ces personnes-là qui, quand il y avait un livre qui traînait par-ci par-là, j'aimais bien les lire. Quand je suis arrivé en France, d'ailleurs, l'une des choses que j'ai fait quand je suis arrivé à l'école en France, c'est aller regarder les BD françaises. Et comme on n'avait pas ces BD-là, j'étais trop content de lire ces BD-là. Et j'étais trop content de regarder les dessins animés qu'il y avait en France. Ça m'animait énormément. Et moi, j'avais mon accent ivoirien. Et du coup, j'ai gommé très vite mon accent ivoirien en écoutant les amis que je m'étais fait dans le quartier, à Saint-Denis, puis à Nogent. Et surtout, me faire un max de dessins animés pour comprendre comment les enfants parlent. Pareil, c'était pas évident parce que c'était une époque où ma mère n'était pas très stable. Elle était avec un homme qui n'était pas une belle personne. Et donc, j'ai dû très rapidement aller chez une autre tante pour vivre. Bon, je peux dire son nom, etc., mais elle se reconnaîtra. Et mes 2 cousines, d'ailleurs, se reconnaîtront, qui sont comme mes sœurs. Parce qu'au nombre de followers que j'ai maintenant, j'évite de dire des noms si les personnes ne sont pas consentantes à ce que je dise leur nom. Mais ces personnes-là, surtout cette tante-là, a été très stricte et très dure avec moi et c'était très bien parce que j'ai pu performer à l'école. Et j'ai pu continuer ce truc de j'aime aller à l'école, j'aime performer à l'école. Et ce n'était pas des années non plus faciles. Et dans ces moments-là, moi, j'étais très, très, très dans le truc de je vais être bon à l'école et je vais prier à fond. J'ai toujours été dans ce truc-là de me dire je vais d'abord aider Dieu pour que Dieu m'aide. Quelle que soit la religion que vous faites, hein, parce que moi, je ne suis pas là pour juger la religion de qui que ce soit. Mais moi, dans ma tête, ça a toujours été ça. Depuis que je suis petit, comme rien n'est tombé du ciel dans ma main, ça a toujours été je vais aider Dieu. Dans ma tête, j'ai toujours pensé que si quelque chose doit arriver, moi, je dois faire le premier pas et après, Dieu voit que je veux ça. Et du coup, Dieu vient m'aider pour aller encore plus loin. Ça a toujours été ma doctrine et jusqu'à aujourd'hui, c'est ma doctrine. C'est pour ça que je vous dis hacker son futur, c'est ma doctrine. C'est le truc de... Quand je vois des personnes écrire en commentaire, oui, mais est-ce que la manifestation, c'est pas être contre Dieu? J'ai envie de vous dire, mais quand tu pries ou quand tu demandes à ton Dieu, c'est une manifestation. Tu demandes quelque chose de précis à ton Créateur. C'est une manifestation. Et donc, c'est à toi de comprendre que ce que tu demandes, est-ce que
tu le veux vraiment. Parce que si tu le veux vraiment, tu ne peux pas juste rester dans ton fauteuil là à subir des conséquences de la vie. Tu vas te battre. Mais tu sais que tu as un créateur, tu as un algorithme et tu as quelque chose derrière toi qui va te donner la force de te battre. Sans forcément faire toute la ligne de ma vie, il y a par exemple eu un moment où, pareil, on joue au foot, on était au collège. Et vous savez, quand vous êtes au collège, il y a beaucoup de moqueries. On aime bien se moquer de celui qui paraît fort. Moi, quand je suis arrivé dans mon collège, à Asnières, il y a un gars qui est vraiment le gars, vous savez, c'est le gars du quartier, vous savez que vous ne pouvez pas le chercher. Ce gars m'a surnommé guerrier. Parce qu'en fait, il m'avait vu pendant un peu avant le début de l'école. J'étais là pendant l'été. Jouer au foot tout seul, faire du sport tout seul et faire des activités physiques tout seul. Et même quand il pleuvait. Et il a dit que c'est pour ça que je t'ai appelé guerrier. Et ce nom-là est resté dans la tête de tout le monde. Le truc de ce gars doit être très fort. Mais en même temps, ça crée de la jalousie envers les enfants. Parce que ça veut dire que comment ça, lui, il est vu comme ça, etc. etc. Quand on joue au foot, j'avais beaucoup de moqueries sur le fait de comment je joue au foot, ah mais tu seras jamais pro, ah ceci, ah cela. Et moi à l'époque, j'étais très faible mentalement. Je n'étais pas si fort que ça mentalement. Et toujours donc, je me réfugiais dans l'école. Parce que je savais que l'école, c'est simple. En fait, pourquoi même l'école a toujours été quelque chose qui me semblait logique? Parce que l'école, si tu fais les efforts, tu as une bonne note. Quand tu joues au foot, si tu fais les efforts, tu n'as pas forcément le résultat. D'ailleurs, à un moment dans ma vie, à ce moment-là, et j'étais tombé sur un prof de tennis, je voulais jouer au tennis parce que je me disais au moins, les résultats, ils m'incomberont qu'à moi. Bah, il s'avère que ma mère ne voulait pas payer la licence qui disait extrêmement cher. Je peux la comprendre. Moi, à l'époque, à 11-12 ans, je n'avais pas la notion de l'argent. Mais j'étais venu avec les papiers d'inscription et dire à ma mère que je veux jouer au tennis parce que c'est le sport qui me convient le mieux. Je pense qu'elle ne se souviendra pas de cette histoire-là. Moi, je me souviens très bien de sa réponse de « ça va pas la tête ». C'est très cher, ça. Ta maman, elle n'a pas les moyens. C'est pour vous dire à quel point je suis quelqu'un qui, de base, j'aime bien dire « c'est ma faute ». Comme ça, si je perds, je sais que c'est ma faute. Ça peut pas incomber à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Est-ce que c'est une bonne démarche ou une mauvaise démarche? Je pense que des fois, c'est une bonne démarche, des fois, c'est une mauvaise démarche, parce qu'évidemment que tout le monde a besoin d'aide. Et que le groupe permet de plus grandes choses. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu tiens compte et que tu assumes tes erreurs, tu deviens un homme et tu grandis. Donc on passe ça, et moi je réussis à me faire récupérer dans un club, je fais une très bonne saison, pendant que d'autres ne sont pas dans un club, et du coup, moi quand j'arrive dans ce club-là, et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant, quand vous arrivez dans un univers où on ne vous connaît pas, vous arrivez avec une carte vierge. Donc quand vous êtes mal moralement dans votre vie de tous les jours, c'est intéressant d'aller dans des univers qui ne sont pas les vôtres. Parce que si vous êtes mal moralement dans une ville, dans un quartier, ou si vous considérez même que c'est dans le pays où vous vous sentez mal, c'est intéressant de faire un mois juste, je sais pas moi, à Londres, Amsterdam, Copenhague, ou plus loin, ou même au pays, avec des gens qui ne vous connaissent pas. Et ce qui est intéressant avec les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qu'ils vont se fier à ce qu'ils voient maintenant. On va pas faire des enquêtes sur vous, en tout cas, pas tout le monde. Mais ils vont se fier à ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est l'image que vous allez leur projeter tout de suite. Et moi, quand je suis arrivé dans ce club-là, je m'étais dit, alors que j'avais aucune conscience de la manifestation, aucune conscience de tout ça, de l'énergie, de comment changer son énergie, comment changer son aura, je me suis instinctivement dit, là-bas, on ne te connaît pas. Tu as le droit d'être une autre personne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis arrivé. Et je suis arrivé sans mes bagages de déception morale, de dépression, de me sentir mal à la maison, de me sentir mal dans certains entourages, de ne pas être heureux de là où je vivais, etc. Je me suis juste dit, ici, c'est ton paradis, amuse-toi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il faut savoir qu'il n'y a pas les transports comme aujourd'hui. Là où j'allais jouer, c'était à Alfortville.
D'ailleurs, SO à l'UJA. Et là-bas, il me fallait au moins 1 heure et demie, si ça roule bien les trains, parce qu'on devait je vais prendre le métro et après le RER. Donc ceux qui savent où ça se trouve, on était après Alfortville. Je ne sais plus exactement la ville, mais on était après Alfortville, donc c'est quand même pas la porte à côté. Je sais que c'est pas la porte à côté aujourd'hui, mais c'était encore moins la porte à côté à l'époque. Je joue dans cette équipe et je performe. Et j'ai des louanges des entraîneurs qui me trouvent très bon. Alors moi, je voulais jouer attaquant, je me retrouve défenseur central. Mais en fait, la joie que j'ai de jouer, je m'en fous. Je ne prends pas en compte le fait de tout ça. Et je pense que c'est un très bon conseil à avoir, c'est que quand vous êtes au plus bas moralement, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs cercles d'amis. Ou bien même d'aller dans d'autres cercles. Et puis si vous le pouvez, de voyager juste pas loin. Quitte à voyager seul. C'est super important. Et comme vous êtes avec des regards différents, vous vous sentez différemment. Et votre énergie, elle commence à se... Vous voyez? Vous ne nourrissez plus des énergies négatives autour de vous, vous nourrissez de nouvelles énergies qui vous font extrêmement bien. Et moi, je peux dire que l'UJA m'a fait un bien fou. Un bien fou. Après, l'une des phases où je me suis senti le plus mal, c'est quand j'étais au Stade de Reims, en centre de formation. Et pas mal par rapport à mes coéquipiers ou quoi que ce soit. J'ai kiffé tout le monde là-bas. Même le coach, j'ai rien. En vrai, j'ai même pas de rage envers le coach, etc. Même si je pense qu'il a fait quelque chose qui n'était pas très correct, mais c'est même pas ça. Moi, mon problème à cette époque-là, c'était qu'à la maison, il se passait des choses graves et que moi, j'étais loin. Et que je me sentais coupable de ne pas être là à côté de ma mère quand ces choses graves arrivaient. Et je pense que ça a été une excuse pour moi, parce qu'en fait, il y a un grand du quartier qui a voulu être mon agent, qui a commencé à mettre des coups de pression. Il a appelé le PSG, d'ailleurs le PSG a appelé le Stade de Reims, mon entraîneur était fou furieux, pourquoi le PSG t'appelle après seulement quelques mois que tu sois arrivé. Bref, des choses, des détails incroyables. Mais en vrai, avec le recul, c'est ça que c'est important de regarder certaines situations avec le recul, vous allez vite comprendre l'émotion que vous avez mis dans les choses et que vous aviez certainement une mauvaise excuse. En vrai de vrai, j'avais envie de rentrer chez moi. Faut se dire la vérité. J'avais plus la tête au football. J'avais la tête à rentrer chez moi et à être sûr qu'il n'arrive rien à ma mère. Peut-être qu'un jour je parlerai du pourquoi. J'en ai déjà parlé un peu vite fait dans un des podcasts la première saison. Mais c'était ma seule préoccupation en réalité. Et c'est tellement de préoccupation que je tombais malade. Mais vraiment, je n'allais pas en cours des fois pendant 2-3 jours. Je me sentais archi pas bien. Mais en fait, parce que je me sentais très mal intérieurement. Mais quand vous êtes adolescent, vous ne savez pas mettre les mots ou les pensées sur les émotions. Vous ne savez pas ce qui se passe. Juste vous sentez mal. Et quand je rentrais chez moi, je me sentais très très bien. Du coup, comme je n'avais pas envie de changer d'école en cours d'année, ma seule préoccupation, c'était de finir les cours et de me casser le plus vite possible de Reims. C'était tout. C'était ça ma préoccupation ultime. C'est bien, il n'y a pas Pablo qui a envie de vous parler. Et cette situation a été réglée, plus ou moins. Et mon cerveau a commencé à se dire, le foot, en vrai, voilà quoi, il y a des choses plus importantes. Dans ces trucs où je me sentais mal moralement, une autre chose que j'ai fait, et là c'était vraiment spirituel. Il y a quelqu'un qui, comment on peut dire? Oui, qui est un représentant de Dieu, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez, comme j'ai dit, moi je ne serai pas de religion, vous pouvez penser que c'est un rabbin, vous pouvez penser que c'est un pasteur, vous pouvez penser que c'est un imam, vous pouvez penser que c'est... Peu importe. Mettez-vous en tête que c'est ce genre de personne-là. Et la personne, donc, ressent mon énergie. Et regarde et comprend que je ne suis pas forcément très heureux. C'était l'année du bac. Cette année du bac, comme j'avais dit dans un podcast, on a parlé, moi, ma mère, j'ai dit, tu me laisses faire comme je veux. À la fin, si j'ai le bac, je ne parle plus dans mon affaire. Si je n'ai pas le bac,
plus jamais je discute ce que tu as à dire. Parce que c'était une année où je ne me sentais pas hyper heureux. Les gens à l'extérieur, ils ne le voyaient pas forcément. Mais moi, je savais que je n'étais pas heureux. Mais on vient de familles où on ne se plaint pas, où on ne parle pas, surtout les hommes. On doit être fort. On est africain, on doit être fort. On doit être fort physiquement, on doit être fort moralement. On ne peut pas craquer. Donc moi, je craquais à l'intérieur de moi. Et il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de choses que je me posais. Le fait que je ne m'aimais pas physiquement, que je ne m'aimais pas moi comme personne, que j'avais des idéaux, que j'étais très loin de ces idéaux-là, etc. Et que surtout, je commençais à me dire que j'ai peut-être merdé en arrêtant le foot en centre de formation. Je joue au foot à cette année-là. Et pareil, comme j'avais une fluctuation morale, il y a des matchs où je vais passer totalement à côté. Et il y a des matchs, tu aurais cru, mais vraiment, sans exagérer, à un prodige qui était sur le terrain. Il y a des matchs où j'étais porté par la grâce. Et donc le coach, il n'arrivait vraiment pas à comprendre ce qui se passe avec moi. Si tu tombes sur le bon jour, tu as vraiment un jour incroyable. Si tu tombes sur le mauvais jour, tu as un gars qui peut rater littéralement un but sur la ligne. Voilà. Et c'était une fluctuation morale. Avec le recul, ça, je le sais. Et donc, c'est l'année du bac. Et cet homme de Dieu donc prie pour moi. Et je sens comme une libération. Et il faut savoir ce que j'ai fait ce jour-là. On a discuté ensemble. Et c'est la première fois que j'ai décidé de faire un long jeûne. Mais vous savez, c'est pas un... Comment dire? C'est pas comme le ramadan ou comme d'autres jeûnes qui... Non, là, c'est vraiment de rien manger, même le soir. Je l'ai fait pendant 3 jours. 3 jours. Et j'oublierai jamais ces 3 jours. Au bout de 3 heures, parce que j'arrêtais pas de prier, au bout de 3 heures, j'avais plus faim. J'avais l'impression que j'étais nourri en constance et que j'arrêtais pas de prier intérieurement. J'arrêtais pas de me connecter à mon énergie. Et j'avais comme une énergie qui était nourrie, constamment nourrie, constamment nourrie, constamment nourrie. Et si vous demandez bien, quelle que soit votre religion, vous demandez bien que quand vous jeûnez, si vous priez, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas faim quand vous priez. C'est comme si votre prière était votre nourriture. Et que tout d'un coup, votre chair, elle avait plus d'impact sur vous. Et ce jeûne m'a fait énormément de bien. Il m'a fait comme une libération. C'était ma première libération mentale. De me dire, hé, t'as beaucoup de chance. T'es vraiment quelqu'un de bien. Oublie pas ça. Et sauf que là, j'avais l'impression de parler à moi-même à l'intérieur de moi. De parler en mon subconscient. Et je me sentais extrêmement heureux, extrêmement bien. Et c'est cette année-là que je prends la décision d'arrêter le foot. Alors que j'avais une super belle proposition. Peut-être que si ma mère tombe sur ce YouTube, elle saura. Parce qu'elle l'a pas su que j'avais une super belle proposition en Russie. Et que j'ai dit non. Mais vraiment. Mais j'ai même pas... En fait, c'était même pas une réflexion. Ça a duré 2 secondes et demie. J'ai eu l'appel. La personne a parlé. J'ai dit non, j'arrête le foot. Parce qu'en fait, cette libération m'a fait me dire que c'est pas là-bas, c'est pas ton truc. C'est pas ton truc. C'est pas là-bas que tu peux t'affirmer, devenir qui tu veux être. Et je pense que c'est important. Quand vous vous libérez d'un poids, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des choses que les gens veulent pour vous, mais vous ne voulez pas forcément ça pour vous. Ensuite, on va faire un bon année. Il y avait plein de péripéties, il y a des moments où je me sentais bien, je ne me sentais pas bien, etc., etc. Mais ça, c'est pas très important. Je pense que le moment où vraiment, je pense que j'étais au fond du trou moralement, ce sont les années où moi, je considère ça comme des années SDF, où je dormais chez mes potes, etc. Alors, je sais qu'un SDF dort dans la rue, etc., n'a pas un lit chaud où se boucher, etc. Et moi, mentalement, pour moi, c'était comme être SDF. C'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Parce que c'était pas mon chez moi. Et même si les frérots m'ont fait sentir comme chez moi, et je les remercierai jamais assez, je ne me suis pas senti comme chez moi. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui avait raté sa life. Et en fait, j'avais accepté la défaite. Littéralement. J'avais accepté que j'ai perdu. Voilà. J'ai accepté que j'ai perdu. Que tous les matchs que je vais faire maintenant,
Si c'est une défaite, c'est pas grave. J'avais accepté que si je perds, c'est pas grave. Et ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, sur Facebook, j'étais en train de scorer de ouf. Et ça faisait un moment que je scorais de ouf sur Facebook. Mais là, c'était au moment où je me sentais le plus bas, moralement, je scorais de ouf sur Facebook. Et ceux qui m'ont suivi sur Facebook à l'époque, si vous remarquez bien, j'étais un tantinet, voire même beaucoup toxique dans ma façon de répondre et de créer du débat et du clash en permanence. Je me nourrissais de la négativité et du clash en permanence. Et j'étais comme beaucoup de... C'est pour ça que je disais la dernière fois dans un live sur TikTok que je suis le roi des trolls. Si j'ai envie d'appeler ce type de démon moi, mais je te lâche pas. Je te lâche pas. Et j'étais ce genre de personne. Et vraiment, quand je vous dis que ça allait loin, ça allait très loin. Des gars qui me donnaient rendez-vous et tout, ça allait très très loin. J'étais dans ce genre d'énergie. Dans l'énergie de je suis là pour t'abattre. Qui que tu sois, je vais t'abattre. Et en même temps, ça m'avait donné des connexions de dingue. Mais je vous dis, mais vous n'avez même pas idée de connexions de dingue. Jusqu'aujourd'hui, certains, on est toujours en contact. Et notamment, vous vous souvenez, la vidéo de la bagarre Boubacaris que j'avais mis sur mon Facebook. Mais avant tout le monde. Mais tout ça parce que, en fait, comme j'étais à la page où j'étais en mode Warstar, j'étais en mode dès qu'il y a une bagarre, je mets, dès qu'il y a une dinguerie, je mets, dès qu'il y a un truc toxique, je mets, dès qu'il faut se moquer de quelqu'un, je mets, rien à cirer. J'étais en mode, j'étais en roue libre. Et du coup, un petit qui me voit la vidéo et qui était à l'aéroport parce qu'il suivait FL News. Il suivait FL News. Et donc, je mets la vidéo. Et la vidéo, elle fait tellement de vues, mais mon téléphone, c'était la première fois que j'ai coupé les notifications. Je disais, mais c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Mais en fait, j'étais heureux. J'étais même heureux des fois du malheur des autres. Et tellement j'étais minable moi-même dans ma propre vie que j'étais à en souhaiter le malheur des autres. J'étais pas assez... En fait, j'avais une dualité qui était bizarre parce qu'en même temps, je commençais à entrevoir, enfin, la lumière que j'avais avant, parce que pendant de bonnes années, j'ai quand même une belle lumière autour de moi, elle essayait un tant soit peu de survivre. Donc j'avais ces éclairs-là où limite tu vas me demander un conseil, mais je vais te donner des conseils de ouf. Je vais te dire des trucs clairvoyants dans ta vie. Et dans le même temps, j'étais mon propre ennemi. J'étais hyper destructeur. Hyper destructeur autour de moi et autodestruction en moi. À tel point que, le jour où j'ai annoncé que je me suis marié, je me souviens, il y a certaines filles que j'avais à l'époque, avec qui j'étais à l'époque, mais ils étaient choqués. Parce que dans leur tête, Franck ne veut que s'amuser. Il n'en a rien à cirer d'une relation sérieuse. Il n'en a rien à cirer d'être loyal avec une meuf. Il dit tout le temps, il ne veut pas être en couple. Il ne veut pas être en couple. Mais c'était une réalité. Je n'avais pas envie d'être en couple. En fait, parce que je pensais que je ne méritais pas d'être en couple. Donc moi, si tu viens à côté de moi et que tu es trop à côté de moi, je vais te faire fuir. Il va y avoir un truc où ça va mal se passer. Il y a une fille en l'occurrence où on avait une très belle discussion, je m'en souviens, et mes potes arrivent après. C'était une fille, en fait, je vous explique, on a un groupe de potes et on devait sortir. Je pense qu'elle se reconnaîtra. On devait sortir. Et sur là, je suis dans une bonne énergie. Parce que j'ai dans ce truc, un truc bizarre en moi. Un coup, je suis dans une bonne énergie, un coup, je pense dans une bonne énergie. J'étais dans une très bonne énergie ce soir-là et je lui parle vraiment gentiment. Et du coup, moi, j'ai dit, j'ai pas envie de sortir. Parce qu'en fait, j'étais toujours dans ce truc-là de, en même temps, j'ai une énorme tristesse en moi. Et quand ma tristesse, elle monte, je veux pas sortir. Donc, je dis, ouais, je sors pas, sortez, amusez-vous bien, etc. Et tout le monde insiste, et cette fille, elle reste. Je sais pas si elle l'a ressenti et s'est dit, bah, peut-être il a besoin d'une présence aux côtés de lui pour se sentir mieux, etc. Mais elle n'a pas parlé de ça. Rien, juste elle restait là présente. Et elle attendait au moment où je lui parle. Il s'est passé une bonne heure. J'étais en mode, mais ce qui est fou, vas-y, qu'elle rentre chez elle. Et on discute. On a une super discussion. Vraiment une très, 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 très bonne discussion. Vraiment. Et je sais que c'est quelqu'un où on a ce truc-là de aime-moi, fuis-moi. Et là, pour la première fois, on s'était parlé, mais avec franchise, honnêteté et bon cœur. Sauf que quand mes potes sont revenus, je suis redevenu le petit démon. Elle a vrillé, elle n'a pas du tout aimé. Tu vois que sur son visage, ça l'a énervé direct. Je dis, vas-y. Tu sais, limite, c'est en mode, je suis resté pour what, c'est comme ça, tu me remercies. Tu vois.
Mais ça, tu vois, c'est avec le recul que tu as ça. Mais dans ces moments-là, moi, j'étais en mode destruction. J'étais en mode, genre, bah les couilles, bah, vas-y, meuf, tu veux pas, tranquille. Hein. Et j'étais très comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu attires aussi des personnes qui sont aussi dans cette destruction. Et moi, mes relations, c'était vraiment des destructions bizarres. Je pense qu'il y a une meuf qui m'a manqué tellement de respect. J'ai dit, c'est bien fait pour ma gueule. Tellement manque de respect. Je vais raconter l'anecdote. Et c'est à un moment où j'étais... En fait, je commençais à remonter en lumière, mais j'avais toujours ces côtés un peu sombres. Et je dis, quand vous êtes comme ça, vous attirez ce que vous vibrez. Sachez-le, hein, en ce moment-là, dans le moment auquel vous êtes, si vous voyez des personnes destructrices autour de vous, vous attirez ce que vous vibrez. Et même si votre lumière, elle est là, hein, en fait, tant que vous n'avez pas encore fini de faire votre travail, votre processus de bien sortir, d'être bien fort, il y a certaines cicatrices, certaines saletés enfouies qui peuvent rejaillir à tout moment, et c'est ça qui attire les insectes suceurs de sang. Et moi, à l'époque, il y a une fille, on se parle sur Facebook, tout ça, qui kiffait mes trucs, etc. Et qui kiffait aussi ma toxicité, par ailleurs. Et on se parle, etc. On vient chez WAM. Mais en fait, il y a un écart entre qui je suis. J'ai un tic à chaque fois quand je parle, hein, mais c'est comme ça. On est brut ici. Hein. C'est le premier épisode de la deuxième saison. On y va, Kawas. Il y a un truc qui se passe, c'est qu'elle se rend compte qu'en fait, moi, je suis dans un processus de sortir de la toxicité. Elle y est à fond. Elle est dedans. Et elle pensait avoir trouvé quelqu'un qui était comme elle. Mais on a un écart, et je le sens tout de suite qu'on a un écart. On sent tout de suite qu'on a un écart énergétique. Mais c'est une belle meuf, vas-y, j'ai envie de rester autour d'elle, etc., 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 etc. Et j'aurais jamais dû. Mais c'est pas grave. Et là, on arrive au moment où, un jour, elle est dans une chicha, et sur mon frère Isby, je pense qu'il se souviendra de cette scène. On est dans une chicha. Et pour un match NBA. Et donc, je ramène cette meuf. Puis je dis bien à la meuf, hein, si t'as pas envie de venir, ne viens pas. Non, vas-y, tout nanana, ça a l'air cool, on va passer du temps ensemble et tout nanana, cool. Et vous savez très bien, si un mec qui ramène une meuf autour de ses potes, quelque part, ça veut dire, ah, il se passe un que truc. C'est pour ça que moi, j'ai bien précisé, parce que j'ai pas envie que la personne dise, traquenard, on est juste potes, je sais pas quoi. À ce moment-là, reste chez toi, mon frère. Et je sais pas, elle est tout le temps sur son tel, tout le temps sur son tel. Et vous savez, quand vous avez vécu ce genre de scène, parce que moi, j'étais dans une relation qui était un peu bizarre sur la fin, où la meuf était tout le temps sur son tel, et il s'est avéré que, alors, je n'ai pas de preuve qu'elle a pétron ou quoi que ce soit, je peux pas d'accuser quelqu'un quand j'ai pas de preuve. Mais cette personne parlait à quelqu'un. Et s'est détachée de la relation et commençait à parler à quelqu'un fortement. Et là, en fait, quand ça se passe comme ça, pardon, vous avez des traumas. Des traumas qui traînent dans votre tête. En fait, ce trauma, il remonte. Et ça me paralyse. C'est-à-dire que d'un côté, je suis plus dans le match. Je ne sais pas si c'était les playoffs ou c'était All-Star Game, je ne sais même plus. Je suis plus dans le match et je suis plus là. Donc je suis bizarre. Et le frère Wesby, il voit que je suis bizarre. Elle fait dire, attends, j'arrive, je sors, je vais parler à quelqu'un. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je prends mon téléphone et je fais, ce soir, tu vas vaincre tes traumas. Ce soir, tu vas arrêter d'être le gentil que tu es tout le temps. Celui qui est toujours le conciliant, qui accepte toujours, c'est lui qui fait la paix et qui s'accuse. Aujourd'hui, tu vas accuser quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu vas être un adulte. Et tant pis si tu perds cette personne, tu vas assumer ton sentiment. J'envoie un message et je dis, je pense vraiment que le niveau de manque de respect ce soir est incroyable, en plus de voir mes potes. Un truc du genre, je sais plus, j'ai pas le téléphone de mes potes, mais j'envoie un truc du genre. Ne reviens pas. Rentre chez toi ou pars avec le gars, je sais pas, fais ce que tu veux, mais ne reviens surtout pas ici. Et la meuf, elle est choquée, je sais pas quoi, mais elle comprend très bien, parce que la façon dont j'ai écrit avec... Tu sens que là, je peux m'énerver. Là, en gros, là, tu reviens, je vais t'insulter de tous les noms, gros. Tu vois.
Et de là, donc, on se reparle à cette personne-là. Je dis, non, 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 mais en fait, je t'explique. Le niveau de manque de respect, là, de ce soir, fait que on va plus parler. Tu sais, on va rester comme ça en digital. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je ne peux pas accepter ce genre de move autour de moi. Donc, ce n'est pas la peine. Surtout que je t'ai dit, si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Et sans rentrer dans la psychologie de la personne, qui en plus m'a parlé un jour pour me dire « Ah, t'es marié, félicitations », et ça, je commence à rigoler, j'ai qu'est-ce qu'elle a raconté. D'ailleurs, quand je me suis marié, j'ai eu plein de messages comme ça, d'ailleurs, de personnes comme ça, un peu toxiques, etc., qui avaient trouvé le gentil Franck. Le Franck, à l'époque, était trop gentil. C'était vraiment une petite crème. En fait, quand je suis sorti de ce truc de toxique, je suis devenu un mec très gentil. Mais très gentil, beaucoup trop gentil. Parce que j'étais rentré dans ce truc spirituel. De me dire maintenant que tu t'aimes, maintenant que tu es heureux d'être toi, sois heureux pour les autres, sois gentil avec tout le monde. Ne sois pas méchant. Ne sois jamais méchant. Ça, c'est une erreur, ça. Non, non, tu as le droit d'être méchant. Tu as le droit d'être méchant, tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit d'être très cruel. Ah, je le dis, je vous le dis. Non, je pense que on n'a pas compris le schéma de la vie. Tu as le droit d'être méchant, tu as le droit d'être très cruel. Tu n'as pas le droit d'être injuste. Tu as le droit d'être méchant, tu as le droit d'être très cruel si ça mérite que ce soit cruel. Tu as le droit d'être cruel. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je suis très OK avec ça. Celui qui n'est pas OK avec ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très OK avec ce que je viens de vous dire. Et comme tu as le droit d'être méchant, au bout d'un moment, je commençais, moi, à couper des gens. Mais très rapidement, en fait. Avec une facilité extrême. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça maintenant. Je suis dans le mode de « Hey, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas grave. On passe, on passe. » Il n'y a pas besoin même de s'énerver en vrai. Viens, on cut. Moi, il faut que j'accélère. Je n'ai pas de temps à perdre, il faut que j'accélère, il faut vraiment que j'accélère. Et il faut vraiment que les choses, elles se passent, en fait. On ne peut pas stagner, on ne peut pas on ne peut pas ne pas évoluer, il faut qu'on accélère. Et s'il y a quelque chose aussi qui ne marche pas, il faut que je l'arrête. Ça ne marche pas, j'arrête. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que c'est un problème. Mais moi, j'y crois pas, j'arrête. Et je ne vois pas l'évolution, j'arrête. Il faut que je sois vrai avec moi-même. Et donc, pour être vrai avec moi-même, soyons vrais. Soyons tous vrais. C'est méga important. Et ça, c'est une paix de l'esprit. Et quand vous commencez à être vrai avec vous-même, vous commencez à avoir des prières qui sont vraies. Vous commencez à avoir des manifestations qui sont vraies. Et ce que je veux dire, c'est le truc de... Quand j'ai commencé à être dans ça, que j'ai commencé à évoluer dans ça, que j'ai commencé à me fortifier dans ça, déjà, d'une part, mes activités ont beaucoup mieux marché. Beaucoup mieux marché. C'était beaucoup plus cohérent. Je suis plus dans consensus. J'ai pas de consensus à faire. Et je préfère même limite, et c'est ce qui s'est passé par exemple dans des business où maintenant je suis en mode solo, je préfère limite qu'on croie en ma folie que plutôt qu'on m'impose quelque chose. À ce moment-là, je préfère rester solo dans mon truc. Parce que ma folie, je la connais. Je sais où je vais. Si je dis que je sais où je vais, je sais où je vais. Et je suis très honnête aussi de dire, je ne sais pas où je vais. Mais je suis très honnête. Si je dis, je sais où je vais, et qu'on ne croit pas là où je vais, il faut me laisser tranquille. Il faut sortir, il faut descendre du bus, je vais avancer. Ça, c'est méga important. Et ça vous ramène la paix de l'esprit. Et Dieu, comme vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, forcément que quand maintenant, spirituellement, vous vous connectez, c'est tout droit. C'est tout droit. Il y a très peu de doutes, tout d'un coup. Il y a vraiment quoi, même s'il y a un truc qui se passe mal, c'est « Ah bon, c'est pas grave. » Ça passe sur autre chose. En fait, c'est comme le GPS. « Ah, j'ai pas pris la bonne sortie. » Vous vous dites pas, vous arrêtez pour pleurer. Quand vous êtes sur le GPS, vous voyez qu'il y avait plusieurs routes et que vous êtes bloqué, vous êtes sur l'autre truc, vous êtes sur... Les gens qui crient là, à ce moment-là, je ne vous comprends pas. Ça va changer quoi? Vous êtes déjà sorti de la route, ça va rien changer. Et puis ça ne vous tue pas. Et bah tu sors à la prochaine, tu fais le truc que tu as à faire, tu reprends la route. Il n'y a rien. Et en fait, c'est comme ça que quand ça va mieux, c'est comme ça que tu visualises les choses. Mais quand ça ne va pas, tout est un drame. Je dis bien, quand ça ne va pas, tout
est un drame. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas à être dans quelque chose de dramatique, en fait. Quand tu es heureux, le drame n'existe plus. Et tu n'as pas le temps pour le drame également. Tu vois, tu es solide sur tes appuis. Toi, tu es solide. Toi, tu sais où tu vas. Tes choses sont cohérentes. Quand vous voyez tourner la tête comme ça, c'est parce que je regarde également le timing pour être bien sûr que tout enregistre correctement. C'est la première. On fait attention. Donc, tu agis correctement. Tu agis aligné. C'est pas évident. Quand j'étais dans les moments difficiles, quand j'étais dans un moment où j'étais bas moralement, quand j'étais dans un moment où j'acceptais toutes les défaites et que je considérais que je ne méritais rien, c'est pas pareil. Tout était un drame. Tout était un drame. Tu vois, une meuf qui annule un rendez-vous, pour montrer à quel point, je ne parle pas de meuf pour parler de meuf, mais c'est vraiment pour montrer à quel point, quand tu n'es pas aligné, tu fais des choses pas normales. Une meuf va annuler un rendez-vous parce que elle a X ou Y à faire. Moi, je le prenais fois 1000. Pour moi, c'était une dinguerie, c'était un manque de respect, c'était ouais, ceci, cela, ouais, non, parce que ce sont tes traumas qui remontent, c'est tout, mon frère. Ce sont tes traumas qui remontent. Ça n'a rien à voir avec la personne en face. La personne, elle aurait même pu aussi ne pas t'écrire, et puis voilà. La personne t'a écrit parce que déjà, elle a un peu de respect pour toi et t'écrit. Maintenant, à toi de voir comment tu prends l'information. Tu prends l'information, il y a différents degrés à prendre l'information. Tu vois. Et selon les degrés d'information et l'importance que tu places sur cette personne-là, tu sauras si tu reprogrammes un rendez-vous ou pas. Et il y a zéro drame. La vie, elle continue. Il n'y a pas à être énervé, il n'y a pas à être triste. Tout va bien. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Et là, quand tu le mets dans le business aussi, c'est important. Tu vois, un jour, il y a un client, je ne dirai pas le nom du client, mais il y a un client, on était pendant 3 mois sur un appel d'offres. Ouais, 3 mois facile. On a fait des présentations de zinzin. On s'est battu et tout. Et finalement, on a un call, ils prennent une boîte qui n'a même pas l'ADN du truc. Parce qu'eux, ils ont pignon sur rue et que nous, on est une petite boîte. On est extrêmement déçus. Mais, tu vois, à cette époque-là, là, quand ça arrive, j'étais déjà dans le retour vers la lumière. Et moi, je suis en mode, bah, c'est pas grave. S'ils veulent pas, ils vont regretter. J'étais dans ce truc-là. Ils regrettent. C'est eux qui vont revenir d'eux-mêmes. Ils vont voir et l'autre, ça va pas marcher. Nous, on sait que ça va pas marcher. C'est pas grave. J'espère même pour eux que ce sera pas si grave que ça, le fait que ça marche pas, qu'ils vont pas perdre trop d'argent dans l'histoire. On avance. 2 mois après, ils sont revenus. On a travaillé sur un truc encore plus big que la première offre de base. Donc c'est pour vous dire que quand tu es dans la bonne énergie, là, tu n'as plus le time pour donner de l'énergie à des choses mauvaises. Parce qu'en fait, pareil, le bonheur appelle le bonheur. L'argent appelle l'argent. Les opportunités appellent les opportunités. Moi, je me dis, depuis le moment où j'ai commencé, par exemple, TikTok et le monde d'aujourd'hui, les opportunités que j'ai, elles n'ont pas graduellement explosé, pardon. Elles ont de façon, par un multiple dingue, explosé. Et je n'ai pas les mêmes discussions avec certaines personnes. Quand je demande des choses à certaines personnes, c'est plus la même réponse que j'avais qu'à l'époque où j'avais pas TikTok. C'est comme si j'ai un leverage maintenant. Et j'ai un leverage qui me permet d'accéder à des choses auxquelles je n'accédais pas forcément rapidement. Ça montre à quel point que quand il y a du positif, le positif attire d'autres choses positives de façon beaucoup plus rapide. Vous n'avez même pas idée. Et c'est pour ça que quand ça ne va pas, il faut se focus sur le truc de « ça va tourner ». Ça va tourner. Tôt ou tard, ça va tourner. C'est sûr que ça va tourner. Ça peut pas être autre chose que le fait que ça va tourner dans ton sens. Parce que si tu fais vraiment les choses comme il faut, ça ne peut que tourner dans ton sens. Vous voyez, le PSG, ça fait combien d'années ils étaient dans le truc, Quand ils ont commencé à faire les choses correctement, ils ont une Ligue des Champions. Quand vous voyez l'OM, ils ont commencé à faire les choses correctement avec leur coach, commencé à suivre des choses précises, ils commencent à redevenir une équipe intéressante. Il faut faire les choses correctement déjà, correctement. Et tout le monde sait comment faire des choses correctement pour lui-même. Il ne s'agit pas de copier les autres, il s'agit de faire des choses correctement pour vous-même.
Et évidemment qu'il y a des moments donnés où vous n'allez pas être bien dans votre morale, mais vous êtes comme un bateau. Si vous laissez votre bateau couler, c'est fini, il est coulé. Mais si vous avez des sas de sécurité qui vous permettent de rentrer la déception, donc rentrer l'eau dans une cale qui est bloquée dans une porte, et ça bloque dans la cale, du coup le bateau peut toujours avancer, parce qu'il a plusieurs degrés de cale avant qu'on arrive à la dernière qui fait qu'il coule. Comme un avion. Un avion, vous avez un moteur qui ne marche pas, il peut continuer. Il peut continuer. Et en fait, on a mis différents systèmes comme ça pour pas que un truc casse tout. Non. Un véhicule, quand le pare-choc il est pété, c'est pas pour autant que la voiture ne peut pas avancer. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a plein de choses imbriquées les unes dans les autres. Je vais même vous dire, vous pouvez rouler sans portière normalement. C'est interdit. Mais la portière, elle s'en laisse pas pour autant que la voiture ne peut pas avancer. Et c'est comme ça que vous devez considérer votre corps et votre esprit. Vous devez avoir différentes parties, différentes cases, différents modules qui sont assemblés ensemble. Et quand il y en a un qui est touché, ça ne touche que le module concerné. Et les autres se renforcent pour aider le module concerné à dégager la chose et à réparer. C'est ultra important. Donc voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, je rappelle, le 15 novembre, je suis à Bruxelles et le 14 décembre, pardon, je suis à Paris. Prenez vos places. J'ai tellement envie de vous dire où ça va être, mais j'ai pas le droit pour l'instant. Et j'ai grave envie de vous dire les 2 lieux, parce que les 2 lieux sont juste fous de zinzin. Et peut-être que d'ici le 2e ou 3e épisode, qui sait? Vous saurez où ça se trouve. Je viens d'arriver sur le 1er épisode. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, qui sait. En tout cas, j'ai passé un plaisir immense à discuter, à parler. Et comme j'ai toujours dit, moi, quand je parle à la caméra, c'est comme si je me parlais à moi-même. Donc quand je vous parle, je me parle aussi à moi. Je m'élève intérieurement. Je suis en train de hacker mon futur en vous parlant. Donc l'effet que vous ressentez, sachez que je ressens cet effet-là également. Et c'est libérateur, la parole est libératrice. Et je vous dis, n'ayez pas peur d'avoir des exercices de prière, de discussion. Même si vous voulez discuter avec Dieu, asseyez-vous, discutez, parlez. Considérez que votre Créateur, l'univers, est à côté de vous. Discutez, parlez, sortez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parlez, parlez, parlez. Ça va vous libérer et l'énergie va venir en vous. Et l'énergie va vous guider. Mais c'est important de se parler dans un but d'améliorer, pas parler pour parler. C'est important. Il ne faut pas parler en adorant ses problèmes. Il faut parler en se disant la parole est libératrice et va aider à résoudre le problème. Je ne sais pas comment, mais vous allez vous rendre compte quand vous allez commencer à parler de plus en plus, vous-même vous allez sortir les réponses. Parce que votre Créateur, l'univers, est en vous. Vous êtes une part de l'univers et l'univers est une part de vous. N'oubliez jamais ça. Bonne soirée à vous.